Eh bien, comme promis, nous retrouvons maintenant Bruno Kremer pour ce gros plan. Je n'ai pas pu vous le présenter en début d'émission pour une raison fort simple. Jouons cartes sur table, nous ne savions pas quel film nous pourrions diffuser avec Bruno Kremer en tête de distribution. On n'a pas toujours ce que l'on veut. Bon, enfin, l'important... Il n'y en a pas tellement. il y en a plusieurs. Il y en a qu'on aimait plus, qui ne simplifient pas les choses. Hein. Oui. Non, on ne pouvait pas repasser la 317e section. Non, parce que vraiment, vous l'avez vu, des archives. Ça. On va en parler tout à l'heure de cette 317e. Bon, Bruno Kremer, si on fait le point, ça va pas mal pour vous, maintenant. Oui, mais ça n'a jamais été mal. Ça a été plus ou moins brillant, mais pas mal. On vous a vu, vous savez, dans une série que nous avons diffusée, La Traque. Ah oui. En grand patron de la PJ. Que j'ai eu beaucoup de plaisir à faire, parce que, d'abord, à la lecture du scénario, je le trouvais très sérieux, très sans concession, traitant bien du sujet. Et puis quand j'ai rencontré le metteur en scène, j'ai en plus vraiment j'ai fait une rencontre qui m'a comblé parce que on s'entendait vraiment à demi-mot. Ça a été un accord parfait. C'est Philippe Lefebvre et j'espère que je retravaillerai avec lui et qu'il fera un long métrage un jour aussi. Et pourtant, d'autres émissions de télévision. Oui. L'un n'empêche pas l'autre. Il m'avait semblé lire un propos de vous disant télévision, je ne boirai jamais de ton eau. Enfin, je ne fréquenterai pas tes studios. Non, je ne sais pas qui a écrit ça, mais non, j'ai jamais dit ça en plus, parce qu'il s'est trouvé que ce qu'on me proposait n'était pas excellent à l'époque. Mais je crois d'ailleurs que la télévision a fait beaucoup de progrès au point de vue dramatique et au point de vue des scénarios qu'on propose. Ils sont beaucoup plus soignés, beaucoup plus travaillés. Il y a beaucoup de jeunes qui s'y intéressent et qui maintenant commencent par la télévision, ce qui est très bien. Et je crois que le niveau des dramatiques de la télévision s'est amélioré en tous les cas en France. Et d'ailleurs, c'est très flagrant parce qu'on voit des comédiens de votre talent qui maintenant n'hésitent plus, alors qu'ils hésitaient encore quelques années, à faire ce qu'on appelle un téléfilm. Oui, oui. Puis comme d'autre part, le cinéma, lui, ne progresse pas tellement. La télévision est en train de lui jouer une certaine concurrence dont il faudrait qu'il se méfie parce que s'il y a de très bonnes émissions à la télévision, les gens sortent moins. S'ils ne sont pas motivés pour aller voir un film qui sorte un peu de l'ordinaire, qui soit d'une qualité un peu... qui vaille le déplacement. Bien, on va parler de tout ça peut-être un peu plus en détail tout à l'heure. On va remettre la pendule à zéro. La pendule à zéro, attendez, on va pas remonter dans la nuit des temps. La pendule à zéro, c'est quand même ce jeune garçon qui fait le concours d'entrée au Conservatoire de Paris. Ah oui, le concours d'entrée, oui. Ben oui, je l'ai fait 3 fois avant d'être reçu. Oui. J'étais au cours Escande et puis je travaillais aussi avec Denis Dinès, qui était le doyen de la comédie française à l'époque et qui me voyait dans les comiques. Alors lui, il me faisait travailler Trissotin, Oronte, enfin, tous les personnages un peu caricaturaux de Molière. Oui. Et d'autre part, moi, c'était pas du tout mon goût. J'avais un physique un peu difficile à cette époque. Déjà le physique baroudeur, comme ça? Non, pas du tout. Non, j'étais beaucoup plus, disons, taillé à la serpe, comme ça. Oui. Alors, il me voyait dans des caricatures. Et moi, j'étais déjà... Je préférais les rôles un peu lyriques, les rôles où je pouvais rêver. Alors, au bout de la 3e année, je suis arrivé à entrer au conservatoire avec Pierre de Craon. Troisième tentative. Oui. Oui, mais c'est arrivé à bien d'autres. Hein. Oui, il y a des gens bien. Mais je suis entré au conservatoire, d'ailleurs, on était très contents d'y entrer, d'autant plus qu'on n'y faisait rien du tout. Est-ce que vous y êtes rentré, vous, dans une perspective de carrière bien balisée, c'est-à-dire sortie de conservatoire, puis après la Comédie Française? Oui. C'était dans vos objectifs? Oui, puis je crois tous, parce que, à moins d'avoir une chance très tôt au cinéma, au théâtre, on ne pouvait rêver que la Comédie Française. Puis on faisait des études dans le classique, on apprenait à jouer des textes en prévision de la Comédie Française. Mais là où ça a été un peu décevant, c'est quand on a pris contact avec le conservatoire, avec nos professeurs. Il s'est avéré que c'était des gens qui nous apprenaient rien du tout. Non. Ils nous apprenaient... Non, c'est qu'ils n'étaient pas généreux, qu'ils n'avaient pas de talent, finalement, sauf un qui s'appelait Georges Leroy. Oui. Mais dites-moi, vous étiez quand même une équipe là, redoutable là, dans votre promotion. Annie Girardot? C'est une équipe qui a eu beaucoup de chance, finalement. Annie Girardot, Belmondo, Claude Rich, Jean Rochefort. Rochefort.
Dominique Rozan, qui est sociétaire de la Comédie Française. Maintenant. Marielle aussi. Marielle. Oui, Oui, oui. ouais, ça devait faire du bruit en classe. Jacques Tojac, qui est administrateur. Ah ouais, belle cuvée. Oui, oui, c'était une génération. Mais on n'a pas été tellement formés, sauf par Leroy. Je crois qu'on a été les derniers élèves de Georges Leroy, et c'est le seul qui nous ait appris, en tous les cas, ce qu'était jouer du classique. Alors arrive le concours de sortie du conservatoire, et pour entrer à la Comédie Française, il faut au moins un premier prix de comédie. Oui. Hein, À l'époque, oui. ouais. Et vous décrochez Moi, j'ai pas eu de premier prix. Moi. un second prix. J'ai eu un second prix de comédie moderne. Qu'est-ce que vous aviez passé comme ça? Ah ben, c'était Porphyre de Crime et Châtiment. Ah oui. Déjà un commissaire. Ouais. Et Alors, alors, enfin, je faisais des effets de cigarettes, de fumée. C'était pas très bon. Et alors Ça a pris. alors, c'est exact, parce que je le contrôle avec vous tout de même. Il y avait M. Jean-Jacques Gauthier, critique de théâtre du Figaro, qui assistait à ce oui. concours et qui a écrit. Ah oui, oui, oui. Dans la scène facile, dans le rôle facile de Porphyre, Bruno Kremer est un peu moins mauvais que d'habitude. C'est encourageant. À l'époque, ça m'avait fait beaucoup de mal. Ça, je lui en veux toujours, d'ailleurs. Mais d'abord, j'ai toujours trouvé ses critiques lamentables. Il a fait un mal terrible. Vous vengez plus maintenant, il est à Non, l'Académie non, mais c'est sans française. aigreur. Mais je l'ai toujours trouvé, puis je suis pas le seul. Non, c'est vrai, il a fait beaucoup de tort au théâtre. Ouais. Mais dites-moi, ce concours de sortie était très tumultueux. Il s'est passé aussi avec Belmondo. Il y a eu aussi Ah une oui, émeute. j'étais plus là. Moi, je Vous faisais mon étiez plus service là. militaire. Vous étiez parti au service militaire. Oui, il y a eu une émeute. Oui. Alors, pas Il s'est dans fait plébisciter, déjà. Ouais, ouais. Il Avec avait un bras sang. d'honneur au jury, je crois. Oui, oui. Oui, évidemment. Alors, pas d'entrée à la Comédie Française, pas de travail en fait. Hein, se retrouvant avec Non. une formation de comédien et sans travail. Oui, c'était peut-être plus dur à l'époque pour nous, parce que d'abord, il n'y avait pas la télévision, elle n'existait pas, il n'y avait pas de dramatique, de feuilleton, il y avait moins de débouchés, les cafés-théâtres n'existaient pas, si bien que... Restait le boulevard. Quoi. Restait le boulevard. Et les compagnies. Et les compagnies, oui, c'est ça. Il y en avait beaucoup qui partaient comme ça, faire des stages dans des jeunes compagnies. Mais sinon, il fallait attendre, il fallait surtout avoir la foi, être sûr que de toute façon, on était né pour ça et que ça se ferait bien un jour. Moi, c'est ce que j'avais. Oui, vous avez enchaîné automatiquement le service militaire derrière le conservatoire, là, à la sortie. Oui, tout de suite. Alors, le baroudeur que vous êtes, on l'imagine naturellement en Indochine faisant son service. Et en Oui. fait, vous êtes passé entre les gouttes, c'est-à-dire entre l'Indochine et Ah l'Algérie. oui, j'ai été libéré juste au moment où tous ceux de... Enfin, parce que moi, j'avais eu un sursis, donc j'étais un peu... Oh, mon cas était très, très compliqué. J'ai dû bénéficier d'une loi qui a été votée. Je ne sais pas qui a fait voter cette loi, mais j'en ai bénéficié. C'est-à-dire que je suis fils de Belge et j'étais omis de la classe 49. Ah bon. C'est une loi complètement folle qui devait bénéficier à une dizaine de personnes, dont j'étais. Oui. Et je ne suis pas, donc je ne faisais qu'un an de service militaire. J'ai été libéré. Alors, vous rentrez du service militaire et là, vous avez une passion, c'est quand même le théâtre. Hein. Faire oui, du oui, théâtre. Hein. oui, oui. Alors, ça se passe comment, là? Cet itinéraire théâtral. Ben, quand je suis revenu, comment ça s'est passé? Ben, j'ai rencontré, c'était Georges Descrières, qui est doyen de la Comédie Française, qui très gentiment, je l'ai rencontré dans la rue, il m'a dit, tiens, on monte une pièce au Théâtre de l'Œuvre, va voir. J'y suis allé, comme ça, et... Attendez, je suis pas en train de... Non, c'est ça. Et je rencontre le directeur du Théâtre de l'Œuvre que j'avais connu, parce que j'avais fait un festival avant. Oui. J'avais participé à un festival de Perpignan. Et il m'a dit, oui, il y a un rôle pour toi dans une pièce de Supervielle, Robinson. Voilà. Alors, j'ai débuté avec Dominique Blanchard dans Robinson de Jules Supervielle, au Théâtre de l'Œuvre. Après, c'était très difficile, les engagements pour un jeune comédien de théâtre, toujours. On faisait de la radio. Ouais. Entre deux, on faisait de la radio. Qu'est-ce que vous faisiez à la radio? Oh, j'ai jamais pu m'habituer au micro. Comme ça, jouer un texte ou lire un texte avec un micro devant moi, j'ai jamais pu. J'étais très mauvais. C'était la grande vogue d'ailleurs à l'époque, les Oui, pièces radiophoniques. Oui, mais on en vivait bien d'ailleurs. Moi, j'arrivais à faire pas mal d'émissions parce que j'avais beaucoup d'amis à la radio. Alors, gentiment, on me distribuait. Ouais. Et comme ça, j'ai survécu pendant 2-3 ans. Et pas du tout d'attirance pour le cinéma. Vous essayez Si, de bien prospecter sûr. quand même un peu les... Qui ne rêvait pas au cinéma, qui n'a pas rêvé à
devenir une star quand on commence ce métier. De toute façon, on y pense. On l'étouffe un peu, on essaye de l'oublier si ça ne marche pas dans cette voie-là, mais on ne peut pas nier que le rêve d'Hollywood, tout le monde l'a eu. Tout le monde l'a quand on est acteur. On ne peut pas être rêver d'être acteur et se contenter de ne pas être connu. Oui. Il me semble qu'il y a un narcissisme qui doit bien se réaliser quelque part. Mais le cinéma français, enfin le cinéma tout court, a été longtemps distrait à votre égard. Est-il exact que c'est Orson Welles qui a dit « Mais comment on ne fait pas travailler ce type au cinéma ?» Ça figure dans vos biographies, ça. C'est une légende. C'est une légende. Oui, ça figure. Beau, mais il y a des tas de choses qui... C'était beau. Non, il est un fait que j'ai rencontré Orson Welles en Égypte. C'était un des derniers films qu'a produit Raoul Lévy. Et je regrette qu'il ne soit plus là parce que c'était un producteur fantastique. Et il m'avait donné, comme ça, il m'avait fait venir, il m'avait dit, bon, tu as 4-5 jours dans le film, mais visite l'Égypte, qui était merveilleux. Producteur de grande éducation. Oui, de grande éducation. Et il y avait Orson Welles dans le film, et tout d'un coup, il était venu voir Beckett, et que vous jouiez au il théâtre. m'avait pas reconnu, là, comme ça, dans la vie, et on lui a dit, c'est lui qui jouait Beckett, et il a été très gentil à mon égard, c'est tout. Ouais. Grande joie théâtrale, Beckett. Ah oui, c'est une grande chance, surtout. Oui. Grande joie et grande chance, parce que comme ça, en plus, ça a très bien marché, c'était un très beau rôle. Et c'est lui qui m'a fait vraiment démarrer dans le métier, je crois. Est-ce que vous pensez, on peut faire une petite parenthèse théâtrale, parce qu'on peut aimer le cinéma, aimer le théâtre, enfin, je veux dire, ceux qui regardent, écoutent l'émission. Est-ce que vous pensez que le théâtre d'Anouilh tient toujours le coup, comme maintenant, de nos jours, comme celui de Giraudoux le tient, alors que, paraît-il, celui de Camus le tient moins bien, enfin, a plutôt vieilli? Je crois que ça dépend un peu de l'interprétation. C'est peut-être plus difficile. Anouilh, il y a un style très difficile à jouer. Des pièces roses, vous pensez qu'elle passerait plus la rampe? Non. Peut-être c'était plus un théâtre. Certaines pièces d'Anouilh ont été écrites à chaud, vous savez, comme ça, dans l'inspiration du moment. Et peut-être il y a certaines pièces qui étaient vraiment des divertissements et qui ne divertiraient plus personne aujourd'hui, ça c'est sûr. Mais il y a au moins 2 ou 3 pièces qui, je crois, tiennent le coup. La répétition, comme Beatles, par exemple. Beatles aussi. C'est une grande pièce politique et je crois qu'elle est toujours d'actualité. Oui. Alors le cinéma, on y arrive. Enfin bon, on y arrive au cinéma. La 317e section, il faut en parler. On va l'exécuter, cette 317e section, pour pouvoir revenir après. Après, on n'en parle plus. Bon, Indochine, on l'a perdu, c'est terminé. Non, mais ça a été quand même... Est-ce que ça a été une chance ou finalement un handicap pour vous de faire ce rôle? Ça a été un mélange, parce que... D'abord, le voyage, le tournage, tout ça, ça a été merveilleux. On a des souvenirs fantastiques. Du Cambodge. Mais artistiquement, on ne peut pas dire... Honnêtement, c'est pas nous qui avons... au Cambodge. Hein. Oui, au Cambodge. Du temps où le Cambodge était encore neutre et un asile merveilleux de paix et de douceur de vivre, fantastique. Oui. Mais on ne peut pas dire qu'on ait fait une œuvre qu'on ait exercé notre métier de comédien, à faire pendant longtemps, à se balader sous la pluie, sous la mousson, à être épuisé parce qu'on avait fait 15 km à pied. Tout ça, c'était une expérience formidable, mais c'était pas, ça fait pas, moi je le considère pas comme faisant partie de mon métier de comédien. C'est Schoendorfer qui a tout le talent du film, c'est lui qui a fait le film. Il nous a utilisés, mais comme des objets, complètement. Oui, vous résumez ça très bien en disant on m'a collé une mitraillette dans les mains et des répliques du genre on n'est pas encore sorti de l'auberge. Oui, c'est ça. Ça valait pas le coup de faire 3 ans de conservatoire pour ça? Non, ça n'a rien à voir. Non, mais ça a quand même été important. On s'est aperçu mais au cinéma, les dans le metteurs en milieu scène. du cinéma, parce qu'au cinéma, bon, l'acteur est, à mon avis, moins important. Alors, au cinéma, un acteur, bon, c'est un objet. Alors, on en fait ce qu'on veut. Si on le traite bien, tant mieux pour lui. Si on le traite mal, c'est dommage. Vous êtes arrivé de le haïr, ce personnage de la 317e section par la suite. Non, jamais. Non, non. Ah, non. Non, il m'arrivait de prendre des colères quand j'apprenais que tout d'un coup on disait « Ah, mais Kremer, il peut jouer qu'avec une mitraillette ou un revolver. » Oui. Mais alors pourquoi vous avez accepté de faire la Légion saute sur Colvézi? C'était dangereux. Parce que non, c'était pas un militaire, c'était un civil. Justement, on m'avait proposé un militaire, mais j'ai dit non, je veux jouer un civil. Ouais. Il m'avait proposé aussi le crabe-tambour. Ça, je sais, vous avez refusé ça. Oui. Schoendorfer vous l'a proposé. Oui. Et j'étais très content que le film marche, mais ça m'aurait fait le plus grand mal, même le film marchant, si j'avais joué dedans. Parce qu'on m'aurait de nouveau enfermé, on dit ah ben voilà, ça marche parce qu'il est militaire.
Mais est-ce que vous vous êtes vraiment battu pour sortir un petit peu de ces emplois dans lesquels on a tendance à confiner les comédiens, parce qu'en France, Oui, oui. et ailleurs aussi d'ailleurs, mais en France Ben oui, la surtout, preuve, puisque j'ai refusé. Bon, c'est toujours, vous savez, c'est un peu, c'est un cas de conscience, enfin un cas de conscience. C'est toujours un peu douloureux de refuser quelque chose, surtout qu'à l'écriture, il était bien le scénario. le Crabe Tambour. Oui. Ah, superbe, oui. Alors, C'était le rôle de oui, Perrin que vous deviez jouer, deux. Il m'a donné le choix entre deux rôles. ou le rôle de Rochefort, Non, pas celui, non, non, celui de Riche ou de Perrin. celui de Riche ou de Perrin. Oui. Mais je sais plus ce qu'on. Oui, on parlait de parle. vous l'aviez refusé, oui, que ça représentait un côté dangereux de retourner dans ce genre de style. Dans Oui, ce genre c'est ça. d'emploi. Et je me suis dit, il faut absolument que j'attende et que. D'autant plus que j'ai fait d'autres films entre-temps, mais on en revenait toujours à cette image de militaire, Oui. de résistant, ou de baroudeur, c'était le mot. Oui, oui. Ah, c'est un baroudeur. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, baroudeur. Est-ce que vous êtes soucieux de votre image de marque auprès du public à travers les films? Vous savez que c'est le cas de beaucoup de comédiens qui refusent des rôles parce que là, votre rôle n'est pas spécifiquement Ouais. sympathique. Là. Ouais, ouais. Est-ce que vous êtes très attentif à ça? Ah non, pas du tout, puisque j'ai essayé de me défaire d'une certaine image que j'avais. Non, pas seulement parce qu'elle me plaisait pas, mais parce elle rétrécissait horriblement mon champ champ. d'action. Oui. Alors non, non, pas du tout. Moi, je crois je crois que c'est un des mâles de l'époque, dommage pour les acteurs, c'est que justement, on travaille trop l'image de marque d'un acteur, comme un peu d'un savon ou d'une marque de je ne sais quoi. Ouais. On le réduit à une plus simple expression. Je ne sais pas si c'est la sienne toujours d'ailleurs. Oui. Vous savez, il y a quand même un danger qui guette certains acteurs, on ne va pas les nommer, mais qui passent quand même leur carrière à jouer aux gendarmes et aux voleurs, parce que sortis de ces emplois, Oui. ils veulent rien faire d'autre. Vous voyez de qui je veux parler? Il y a 2 ou 3 cas, et c'est bien dommage vu leur talent d'ailleurs. Et là aussi, c'est le genre d'emploi très dangereux. Mais ils ont peut-être été aussi découragés parce que je ne sais pas si si je parle du même. Non, mais après tout, faisons pas de mystère. Jean-Paul Non, Belmondo mais oui, fait mais ça. Jean-Paul, mais oui, Lino mais- Ventura a d'énormes problèmes pour sortir de ces rôles-là, c'est vrai, et c'est pourtant oui. des gens qui ont du talent. Bien sûr. Delon certainement. aussi, joue aux Oui, gendarmes oui. et aux voleurs, hélas, je veux dire. Et Enfin, en c'est- tous les cas, on peut dire, bon, aussi, pour le cas de Jean-Paul, il a quand même joué On l'oublie aussi. Maintenant, on dit, c'est bon, il fait des pitreries, il joue aux gendarmes et aux voleurs. Mais il a quand même joué Léon Morin prêtre, il a joué Stavisky avec René, il a joué La sirène de Mississippi avec Truffaut. Il a Non, fait non, des non, tentatives qui n'ont peut-être pas été reçues par le public de la même manière qu'il est reçu quand il fait le clown, quand il Vous fait la vie de la aimeriez- famille. Vous aimeriez, vous, une carrière à la Belmondo comme maintenant? Ah, ça, c'est très difficile de répondre parce que je crois d'ailleurs, chacun est pris dans son engrenage, vous savez. Alors, ça apporte beaucoup de joie d'être comme Belmondo. Ça apporte énormément de joie. Des joies D'abord bancaires. d'être archi-milliardaire sûrement, je sais pas, il doit être très riche. Ouais. Et puis, il est tout puissant, il fait ce qu'il veut. Sauf, il n'y a que le public qui le tient. Il ne peut pas tout faire par rapport au public. C'est peut-être la dernière chose qui le chagrine un peu. Mais s'il arrivait maintenant à surprendre le public et à se faire accepter dans un personnage qui sort totalement de ce qu'on attend de lui, je lui dirais, ça c'est formidable, c'est merveilleux. Si on vous avait proposé Mesrine, vous auriez accepté de jouer le rôle? Oui, parce que j'aurais pas joué. Oui, parce que j'espère que le scénario aurait été écrit de telle manière qu'il y ait une sorte de distance par rapport à la vie réelle de Mesrine. On l'aurait appelé autrement, de toute façon, je pense. Alors, en parlant de toute Ça cette... n'aurait été il n'aurait servi que pour inspirer les écrivains. Ouais. En parlant de cette époque conservatoire, de toute cette équipe, là, de cette bande, est-ce qu'il reste de l'amitié, par exemple, ou est-ce qu'il subsiste de l'amitié entre Belmondo, vous, Marielle, Rochefort, Annie Girardot? Est-ce que de temps en temps vous vous revoyez ou On est simplement content le de se hasard d'un revoir. film? On est content de se revoir quand on Oui. se rencontre, mais il y en a certains, je crois, qui continuent à se voir. Moi, je vois pas grand monde. Oui. Mais je suis content comme on est content quand on revoit des copains de régiment, mais c'est tout. Mhm. Il y a... Je crois, vous savez, que les acteurs, de toute façon, il ne faut pas leur demander dans la vie de s'engager comme ça totalement. Et puis je crois que c'est pas bon, c'est pas souhaitable. S'engager totalement ou dans l'amitié ou dans l'amour.
Un acteur, c'est quelqu'un qui ne vit, enfin pour moi, qui ne vit réellement que quand il interprète quelqu'un d'autre. C'est un malade, un acteur, c'est pas un type normal. C'est pas normal de faire le guignol toute sa vie, de prendre des masques comme ça, d'avoir besoin de ça. Parce qu'un acteur, quand il ne joue pas ou quand il n'a pas à penser à un rôle, à travailler un rôle, il est vide, il n'est pas intéressant du tout. Quand l'autre personnage, votre double, qui sort de l'aspect baroudeur, à travers lequel d'ailleurs le public vous voit, et ce qui est tout à fait faux, car moi je sais, enfin, que vous êtes tout à fait le contraire. Bon, vous êtes un dilettant, hein, vous reconnaissez ça, un rêveur. Oui, je peux donner cette image parce que quand je ne joue pas ou quand je suis en état d'attente, je suis plutôt dépressif finalement. C'est vrai. Non, je ne déprime pas, mais enfin, je suis en état d'attente. Alors, je vis en sourdine. Moi, Je ne vis vraiment que quand... Non, je suis de naturel plutôt joyeux. Mais... Moi, je pensais que vous aviez ce talent qui consiste à savoir gaspiller le temps. Gaspiller le temps. Oui. Ah, mais oui, mais je passe mon temps à le gaspiller, c'est sûr. Oui. Mais ce qui Mais je m'étonne, voudrais pas en avoir trop à gaspiller. oui, bien sûr. Mais ce qui m'étonne quand même, c'est que vous ne soyez pas, il paraît que vous n'êtes pas acharné à vous battre, par exemple. Hein. Oui. Vous n'êtes pas entêté à accrocher, se battre, etc. Bon, si ça réussit, tant mieux. Mais je suis très ambitieux tout de même. C'est vrai. Oui, oui. Parce que je suis fataliste et je crois que ça sert à rien d'aller forcer. Mais est-ce qu'on peut être ambitieux et fataliste? Ah oui, oui. Mais l'ambition, c'est justement de conjurer Ça, c'est les l'arrivisme. différents sorts. Ah oui, c'est vrai. Bonne nuance. Non, non, je suis pas arriviste, mais je suis ambitieux. Je suis pas arriviste parce que j'ai pas la vitalité pour m'introduire là où il faudrait ou pour forcer la chance. Mais j'y crois pas en plus. Je crois que les choses se font si elles doivent se faire. Alors là, elles deviennent évidentes et c'est bien. Pour en venir aux acteurs, dont vous parliez tout à l'heure d'ailleurs fort bien, avec votre vision, Oui. c'est finalement pas des gens très fréquentables en dehors des plateaux. Mais non, c'est des gens très dangereux. Narcisse, mythomane, enfin, etc., etc. Ils ont tous les vices, les acteurs. Mais vous vous sentez de leur monde, d'appartenir à cette Totalement, famille-là. Ouais. totalement. Je l'ai tout de suite, enfin, à 12 ans, j'avais envie d'être acteur. Parce que je ne savais pas, j'aurais été incapable de m'imaginer je n'imaginais pas ma place dans la société. Alors, si j'avais pas été acteur, j'aurais peut-être été fini à l'asile ou en prison. Et déjà à 12 ans, ça. Très tôt. Non, non. Mais je dis, c'était la continuité. Non, pour moi, l'acteur, ça a été que ça existe, que ce métier existe, c'était inespéré. Un coup de peau formidable. Un coup de peau formidable. Bon, je sais qu'il y a des cinéastes avec lesquels vous vous sentez bien, enfin je vais peut-être me tromper, mais je crois que vous aimez bien Sauter. Oui, oui, Non. beaucoup. Hein? Ce qui me fait beaucoup rire quand il est furieux. C'est vrai? Il est très drôle sur un plateau. Non, mais en parlant sérieusement, c'est un des rares cinéastes français tout de même qui, quand il vous met en scène, il n'a pas besoin de s'étendre sur des discours psychologiques ou des états d'âme plus ou moins vagues. Il place la scène de telle manière que le personnage est vivant et est à sa place. Alors, on n'a plus qu'à faire son métier. Robbie Schneider, Oui. vous aimez beaucoup tourner hein, avec elle. Enfin, je veux dire, c'est agréable. Bah, je l'ai fait qu'une fois, Oui. je recommencerai bien. Oui, oui, non, c'est très agréable. C'est une professionnelle. Et puis, c'est un être comme ça, du vibrant. Elle a une personnalité très, très attachante, un peu mystérieuse comme ça. Dites-moi, je ne sais pas si c'est l'image du baroudeur, etc., mais il me semble, alors moi que je ne me trompe, je n'ai pas vu tous vos films, et c'est que très rare, vous êtes un peu comme Ventura, c'est très rare les scènes rapprochées avec une femme. Hein, Ah oui, moi, je ne suis pas contre. Non, mais vous en Je avez crois que rarement. Ventura n'aime pas ça. Non, Ventura n'aime pas ça. Non, Ventura n'aime pas ça. Mais vous, c'est rare aussi. Ben oui, mais vous savez, vu les emplois qu'on me donnait, il n'y avait pas eu tellement d'occasions. Oui. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. On lance un appel au scénariste. Bon, dites-moi le cinéma, vraiment. Est-ce qu'au départ, parlons brutalement, quoi, est-ce que ça n'a pas été au départ, vu votre passion pour le théâtre, le cinéma, considérer ça comme une pompe à fric, un moyen de faire de l'argent? Comme disait Jouvet,
je fais n'importe quel cinéma pour pouvoir m'offrir le théâtre que je veux. Est-ce que ça n'a pas été un peu cette démarche au départ? Si, mais plus que ça même. Non, le cinéma, vous savez, tout acteur, bon, on s'expose sur une... On est là pour se montrer, on veut exister sous les feux de la rampe, on veut être éclairé par quelque chose à travers un personnage. Qu'est-ce qu'il y a de mieux que le cinéma pour être reconnu quelque part, s'imposer comme ça. Alors, Oui, mais c'est tout à fait normal. Qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'une salle de théâtre qu'on Ah, mais sent c'est tout à vibrer? fait. Mais ça, c'est le vrai métier de l'acteur, c'est au théâtre, c'est sûr. Ouais. Oui, oui. Le reste, c'est les Bon, fins de si on mois. commençait à parler du théâtre, alors là, pour 2 heures. Mais Pourquoi, même pas. bah tiens, on peut en parler, pourquoi vous n'en faites plus? Vous allez me dire parce qu'il n'y a pas de pièces, etc. Je vais peut-être en faire là, à la rentrée. Je vais peut-être jouer une pièce américaine qui s'appelle Bent, qui a été créée à Londres et à New York, et qui se situe dans les années 34 à Berlin, et qui est un problème dans les camps de concentration. C'est la rencontre de deux homosexuels et la vie de deux homosexuels dans un camp de concentration. C'est un sujet qui peut paraître scandaleux, mais qui ne l'est pas du tout, parce que je trouve l'auteur a mis exactement le doigt, je trouve, sur ce qu'est l'homme du XXe siècle, comme ça. Moi, je sais pas. À travers cette pièce, il y a une espèce de portrait d'homme, de deux hommes, qui est révélateur et qui est quelque chose de très important, qui dépasse toute homosexualité. Oui, oui. En ce qui concerne le théâtre, crise d'auteur en France, vous pensez? Puisque la plupart, enfin les pièces, on se rabat beaucoup sur le théâtre anglo-saxon. Je sais pas, peut-être paresse d'auteur, parce que je crois que c'est une paresse qui a été entretenue par les distributeurs, les producteurs, par les gens de cinéma. Les gens de cinéma sont très coupables d'avoir accepté, tourné, mis de l'argent dans des scénarios qui n'étaient pas écrits. Là, vous parlez du cinéma. Oui, Oui. je parle du cinéma. Oui. Ah, vous parliez... Du théâtre, on en reviendra après, oui. Vous pensez crise au niveau des scénarios en France? Au niveau des scénarios en France, il y a vraiment des scénarios qui ont été tournés qui n'auraient été acceptés nulle part ailleurs. Vous vous sentez bien dans le cinéma français actuel tel qu'il est? Bah, je me sens bien, mais j'ai pas beaucoup de relations. Oui. Je me sens bien, j'aimerais qu'on soit plus nombreux. Enfin, qu'ils soient plus nombreux, parce que c'est pas nous qui faisons le travail, encore une fois, ce sont les metteurs en scène. Il y a des gens intéressants, Les le scénaristes. film que vous avez fait, notamment Anthracite. Ah, Anthracite, oui. Moi, je vous dis, cette année, je suis très content parce que j'ai rencontré deux jeunes que je trouve remarquables. Les noms. Bah, Philippe Lefebvre, donc, qui a fait la traque à la télévision. Vous voyez que je suis pas contre. Je le mets exactement sur le même plan, c'est pareil, parce il va faire un long métrage très prochainement, c'est sûr. Et Édouard Niermans, qui a fait Anthracite. Et là, j'ai rencontré deux personnalités qui n'ont rien à voir, qui sont tout à fait différentes, mais qui ont, par rapport au métier, qui l'ont pris d'une manière simple, qui ont mis le métier au-dessus d'eux, qui ont travaillé, qui ont fait que ce qu'ils ont tourné était construit, élaboré, travaillé, et si bien que ça donne des résultats. Notamment, donc, pour parler d'Édouard Niermans, puisque vous me parlez d'Anthracite, Oui, un film très beau. magnifique, je trouve. Et il a d'autant plus de mérite que je crois qu'il était très impliqué dans l'affaire, puisque c'est pas autobiographique, puisque c'est très transposé, mais enfin, il s'est inspiré d'une expérience vécue. Et il l'a fait de telle manière, il a trouvé dans l'écriture un détachement et une objectivité remarquable. Il y a quand même des metteurs en scène qui pensent à vous pour d'autres emplois que baroudeur ou... Ben oui, vous voyez, flic ou non, mais voyou. c'est pour ça, maintenant c'est effacé. Ça. Giovanni vous a proposé quand même un très beau rôle dans Une Ben robe noire oui. pour un tueur. Ouais, oui, Un médecin, très joli rôle. un médecin un peu marginal qui recueille des dépaumés. Oui, oui. Bien. Alors maintenant, pour la dernière partie de cet entretien, alors quelques petites questions, vraies ou faux, à savoir si vous l'avez dit ou si vous ne l'avez pas dit. Parce qu'il y en a certaines, si vous avez dit, ça ne va pas être triste. Bon, par quoi on commence? Il y en a une que j'aime beaucoup, je ne sais pas si vous l'avez dit. L'engagement politique. Les acteurs ne sont pas faits pour la politique. Un acteur ne pourrait jamais être qu'un mauvais politicien. L'art et la politique ne vont jamais ensemble. C'est vrai? Et M. Reagan, alors? Oui, mais c'était pas un acteur. C'était pas un très bon acteur. Il sera sûrement un remarquable politicien. Un 7 pour vous. Deuxième set. La nouvelle vague a détruit le cinéma. Ses responsables s'en sont rendus compte et font maintenant des films qui pourraient être signés Delannoy ou Duvivier. Mais le mal est fait. Ils ont ouvert la porte aux autres. Nous sommes bouffés par les intellectuels. C'est vrai, mais les intellectuels qui ne savent pas écrire, alors c'est dangereux.
Non, mais Ça, c'est vraiment, la pire nouvelle des vague, choses. elle a foutu le cinéma en l'air, pour reprendre l'expression. Là. Ah oui, moi je trouve. Non, mais Godard, c'est. Je sais qu'il y a quelques mois ou il y a quelques temps, vous avez fait une émission sur Godard, mais Godard, c'est un cas à part parce que lui, au moins, il n'a pas été récupéré. Il est resté fidèle à lui-même. Il continue comme ça son espèce de quête. Je ne sais pas où il va arriver, mais Et au point de Truffaut vue, non, il faut des films. Il faut exactement les films qu'il voulait enterrer quand ils ont commencé. Ils n'ont rien apporté. La personnalité de Truffaut n'est pas fracassante. Vous avez Bon, vu- il a 10 César, tant mieux pour lui. Bon, Mais enfin, restons les pieds sur terre. Ouais, on ne va pas se lancer des fleurs. Mais il fait de bons films, de bons petits films. Il fait des bons petits films. troisième affirmation, comme dirait... Bon, 68 a été le symbole de la violence un peu lâche. Qu'est-ce que. Répétez. Mais 68 a été le symbole de la violence un peu lâche. Bah, il n'y avait pas de sang, oui. Oui, Ça va mais pas c'est être- dit, ça, c'est dit. Oui, oui. Alors, il y en a une qui n'est pas triste, qui va faire un triomphe, si vous en admettez la paternité. La femme évolue bien plus profondément qu'on ne l'imagine. On s'en apercevra dans 50 ans et l'on comprendra mieux alors le ridicule des mouvements de libération actuels qui ne sont que des modes passagères ne touchant que peu de monde. Ah oui, là, Vous dites oui, là. Alors là, Alors, la caméra bande gros du plan, Magnéto- vous vous débrouillez la tout bande seul. du Magnéto a dû se faire des nœuds parce que je comprends rien de cette phrase. Non ah ben, Non. en gros, la Ouais. femme évolue, hein, je fais la synthèse, la femme évolue Évolue. bien plus profondément qu'on l'imagine. On s'en apercevra dans 50 ans, et c'est pourquoi les mouvements de féministes actuels sont parfaitement ridicules et ne touchent que très peu de monde. Ça vous a donné le temps les de mouvements récupérer. féministes ont des mouvements d'exhibitionnisme, oui, c'est pas grave ça. Ouais, alors là, ça fait un triomphe là, en ce moment. Bon, attendez, ben, je crois que j'en ai plus, dites-moi. Ah, Ça, mais oui, il n'y en a pas tellement. Non, mais enfin, non, mais ça fait quand même un peu réactionnaire, ça. Réactionnaire. Ah bah, la nouvelle vague, c'est bon, c'est les pupilles C'est la mineures, nouvelle vague qui est réactionnaire. les femmes, bon, du folklore. Je trouve que la nouvelle vague, ça sent terriblement les enfants de bourgeois d'extrême droite, moi, alors, qui font des simili-révolutions. Je trouve que c'est très réactionnaire, ça. Alors moi qui vous prenais pour un acteur engagé plutôt à gauche, j'ai vu certains films tournés. Ah ben, je ne suis engagé nulle part. Je vous ai dit, on n'a pas le droit de s'engager. On n'est pas fait pour s'engager. On est des irresponsables, les acteurs, dans la vie. Il faut absolument pas. On ne devrait même pas avoir le droit de voter. Alors quand je vois des acteurs qui font des déclarations politiques, ça me fait sourire. Ouais, dites-moi. Mais ça, vous voyez, c'est intéressant parce qu'il y a des aspects de vous que le public ne connaissait Ah bon pas, qui se dégagent Ah là. oui. Bon, chacun y trouve son compte. Hein. Oui. Mais finalement, est-ce que vous êtes bien dans cette époque? Bah oui, forcément. J'ai eu le temps de m'y faire. Hein. C'est mon époque. Je ne m'imagine pas dans une autre. Je sais pas. Non, je suis très bien dans cette époque. Il y a quand même un petit regard désabusé sur pas mal de choses. Non, je suis très bien. franchement. Je ne veux pas me plaindre parce que je suis un privilégié dans mon métier. J'ai eu beaucoup de chance. Mais je ne peux pas dire que ce soit une époque où les acteurs aient la part belle, si je reviens à mon métier. Mhm. On ne peut pas dire que c'est l'ère du metteur en scène, la seconde partie du XXe siècle. Alors, aussi bien au théâtre d'ailleurs. Les acteurs ont perdu beaucoup. Mais pourquoi, Peut-être à leur votre faute, avis sûrement. Pourquoi, à votre Parce avis qu'ils se laissent faire, parce que je sais pas, il devrait y avoir beaucoup plus de guerre entre les acteurs et les metteurs en scène. On ne devrait pas se laisser faire. La plupart du temps, enfin pas la plupart du temps, mais trop souvent, on ferme les yeux sur la médiocrité de quelqu'un qui vous dirige. C'est pas bien. Ça vous arrive, vous, de dire non, écoutez, pas d'accord, ou écoute, je fais pas ce plan comme ça, c'est pas possible? Or, ça m'est arrivé de dire, bon, alors, il faudrait peut-être décider quelque chose, parce qu'on perd du temps. Oui. Oui. On dit que vous vous ennuyez beaucoup sur un plateau. Entre Pas du reprises. tout. Ah ouais, c'est faux, ça? Non, parce que si je m'ennuie sur le plateau, il y a toujours des camarades, des machinaux, ou n'importe qui. L'ambiance d'un tournage est formidable. On ne peut pas s'ennuyer sur un plateau. Hmm. Alors, retour au théâtre, sans doute. Les Peut-être. joies, là. Ah oui, mais ça va demander un effort considérable. Parce qu'il y a Tiens. longtemps. Il y a une question que je ne vous ai pas posée finalement, et elle n'était pas préparée, je vous le promets, j'ai plus de notes. Est-ce que vous avez encore des envies professionnelles?
Je n'ai que ça. Je suis inassouvi. Merci.